Ok, faut qu'on parle d'un truc. Du 28 au 2 mars, Code Rouge prépare une nouvelle action de désobéissance civile, et il faut qu'on y soit en masse. Pour rappel, Code Rouge, c'est ça. À la base, c'est une dizaine de collectifs des luttes écologiques et sociales en Belgique qui se sont mis autour d'une table et qui ont dit « Il faut construire un nouveau mouvement qui s'inspirait de toute la diversité de nos cultures militantes et qui organiserait de grandes actions auxquelles on appellerait tous et toutes à participer. » Parmi ces collectifs, une organisation politique, la gauche anticapitaliste. Et la machine s'est lancée avec une première action, un blocage des infrastructures de Total Energy à Feluy, en octobre 2022, par 1 millier de personnes pendant 24 heures. En juillet 2023, level up avec Code Rouge 2. On bloque pendant 4 jours le chantier de centrale à gaz d'Engie à Flémal. Un projet absurde piloté par les ministres Tine van der Straten et Zakia Khattabi, pourtant issus des partis Groen et Écolo. Cerise sur le gâteau, à Bruxelles, les activistes s'allient avec des syndicalistes pour une deuxième action en parallèle de la première et bloquent les locaux d'Engie. En décembre 2023, on remballe avec Code Rouge 3, une double action. En Flandre, on envahit l'aéroport d'Anvers, le petit bijou de Bar de Wever qui accueille principalement des jets privés. À Liège, on bloque le gigantesque entrepôt de la multinationale Alibaba, le Amazon chinois, qui projette d'en construire encore 2 autres à côté pour inonder le marché européen. Là encore, avec la bénédiction d'Écolo, du PS et même du PTB. Et enfin, octobre 2024, c'est le retour aux sources avec Code Rouge 4 qui bloque pendant un week-end toutes les infrastructures de Total Energy en Belgique, pour faire la démonstration de ce que le mouvement est devenu, encore plus massif, plus déterminé, plus puissant. Code Rouge est un mouvement de désobéissance civile. Ça veut dire qu'il pratique un type d'action très spécifique, des actions dans lesquelles on assume de ne pas respecter la loi pour faire passer un message. La situation qu'on dénonce est trop grave pour rester dans les limites du militantisme légal. Alors évidemment, le cadre de la désobéissance civile change avec le cadre légal. La grève, ça a longtemps été une forme de désobéissance civile, avant qu'on en fasse un droit. Et à mesure que nos gouvernements deviennent de plus en plus autoritaires, certaines formes de mobilisation traditionnelles du mouvement ouvrier sont en train de devenir de la désobéissance civile. Celui qui a forgé ce concept, c'est un gars qui s'appelait Henry David Thoreau aux États-Unis au 19e siècle, qui militait contre la guerre au Mexique et l'esclavage des personnes noires. Pour marquer son désaccord avec la politique de son gouvernement, il a refusé de payer ses impôts jusqu'à ce qu'on le mette en prison. Plus tard, l'idée a été reprise pour des mouvements comme celui contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour l'indépendance de l'Inde ou pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis. C'est souvent à ces mouvements que font référence les collectifs qui utilisent la désobéissance civile dans le cadre des luttes écologistes, mais on peut aussi penser à des mouvements plus récents. Par exemple, les femmes qui enlèvent leur foulard en public en Iran pour attirer l'attention sur l'absurdité d'une loi qui prétend leur dicter la façon dont elles doivent s'habiller. Le but, c'est qu'on ait le souffle coupé en voyant leur courage et qu'on ait envie de rejoindre le mouvement. Et ça marche, au moins dans une certaine mesure. Ces dernières années, il y a un sujet qui fait débat au sein des mouvements écolos. Faut-il se contenter de la désobéissance civile non violente? À Extinction Rebellion, par exemple, ça fait partie des principes fondateurs. Pas de violence contre les personnes, ni contre les choses, seulement des actions de blocage où on ne met en danger que notre propre corps. Pour certains, cette non-violence, c'est un impératif moral, mais pour d'autres, c'est une stratégie. Si on se met à utiliser la violence ou le sabotage, la majorité de la population va refuser de nous écouter. Ça a été l'idée majoritaire dans le mouvement climat pendant longtemps en Europe, et puis il y a eu ce livre qui est arrivé. Comment saboter un pipeline d'Andreas Malm. Andreas Malm, c'est un Suédois qui a fait beaucoup d'activisme, notamment chez Extinction Rebellion, mais qui montre dans ce bouquin que les mouvements qu'on a cités, donc Afrique du Sud, Inde ou États-Unis, sont très souvent déformés par les défenseurs de la désobéissance civile. En réalité, dans ces 3 cas, il y a eu de la violence, il y a eu des sabotages, et ce qui a permis la victoire, c'était pas la non-violence stratégique, mais plutôt la combinaison entre un mouvement non-violent, qui s'adresse aux masses largement, et des plus petits groupes, plus radicaux, qui assument d'être marginaux et de faire peur. Mais qui, en faisant ça, donnent du poids aux premiers, et les font apparaître comme les gens pas si déraisonnables finalement, qu'il faudrait peut-être écouter pour éviter que ça dégénère. Et c'est cette stratégie-là, la combinaison entre un mouvement non-violent d'un côté et un flanc radical de l'autre, qu'Andreas Malm propose pour le mouvement climat. Andreas Malm, c'est un activiste, mais c'est aussi un militant anticapitaliste qui est membre de notre organisation sœur en Suède, la section suédoise de la 4e internationale. Alors pour nous, la recette d'Andreas Malm, elle est parfaite pour obtenir des victoires à moyen terme sur un sujet précis. Par exemple, la fin d'une législation injuste ou l'arrêt d'un projet inutile. Mais elle a aussi des limites, et c'est un débat qu'on a, y compris dans notre courant. Le plus gros défaut de cette théorie pour nous, c'est que même si elle dit qu'il faut une combinaison des deux, elle continue à opposer mouvement de masse et mouvement radical, comme si on pouvait jamais avoir un mouvement de masse et radical en même temps. Alors que si on regarde les vrais mouvements de masse, par exemple ces dernières années en France, le mouvement contre la réforme des retraites, ou le mouvement des paysans en Inde, on se rend compte qu'il y a eu des actions très radicales, et des mots d'ordre très radicaux aussi d'ailleurs, ça va avec. Mais c'est justement parce qu'il y avait énormément de monde, et donc un bon rapport de force, que ça a été rendu possible. Et du coup, ces actions radicales, elles n'ont pas marginalisé le mouvement, au contraire, elles l'ont renforcé, en faisant la démonstration du rapport de force que les gens avaient construit collectivement. C'est la masse qui permet la radicalité, puis
c'est la radicalité qui galvanise la masse. Pour nous, c'est d'abord ça, le cercle vertueux des mobilisations sociales gagnantes. Et c'est pour ça que dans un mouvement social, on se méfie autant des discours qui disent « il faut effacer toute forme de radicalité pour rassembler le plus largement possible » que les discours qui disent « on s'en fout d'être marginaux, il faut qu'on montre qu'on est les plus radicaux ». Parce que l'opposition entre les deux, elle est vraie que quand on n'a pas de vrai mouvement de masse qui se lance. Et la combinaison d'Andreas Malm, c'est la stratégie la plus intelligente seulement quand on n'a pas ce mouvement de masse. Maintenant, si on veut faire tomber le capital fossile et aller vers une société éco-socialiste où on produit de l'énergie et des biens pour les besoins, pour tous les besoins et rien que pour les besoins, alors il faut un renversement complet de la table. Il faut que la grande masse de la population se mobilise et se pose un peu partout pour réfléchir à qu'est-ce qu'on considère comme des besoins, quel type d'organisation sociale et économique il nous faut pour les satisfaire et comment on s'organise pour mettre ça en place. Donc, pour imposer ces décisions par en bas, contre les gouvernements, contre le capital et contre le capital fossile et l'agrobusiness en particulier. Et tout particulièrement, dans les grandes entreprises fossiles, on a besoin que les travailleurs et les travailleuses, eux et elles-mêmes, se mobilisent pour décider qu'est-ce qu'ils veulent produire et comment. Et ça, c'est un aspect qu'Andreas Malm a tendance à laisser de côté. Un moment de pouvoir populaire comme celui-là, c'est nécessairement un mouvement de masse, pas juste des activistes talentueux, talentueuses, qui dégagent un temps énorme de leur agenda pour préparer une action spectaculaire. Le but de ce type d'action, pour nous, c'est surtout de servir de stimulant, de boost, jusqu'à ce qu'on arrive à lancer un effet domino où tout le monde s'y met, et où toutes les luttes et toutes les méthodes de lutte se combinent dans un raz-de-marée de mobilisation. Des actions de désobéissance civile, des occupations, des immenses manifs comme celle qu'on vient d'avoir le 13 février, et évidemment, le seul moyen d'action qui permet de libérer du temps pour s'organiser au lieu d'en consommer, la grève. Et un raz-de-marée comme ça, c'est ça qu'on appelle une révolution. Pour nous, c'est ça la vraie force de Code Rouge. Pas le fait que ce soit un mouvement de masse, c'en est pas vraiment un, c'est juste très grand pour un mouvement de désobéissance civile, ni que ce soit un mouvement radical. Il a la radicalité qu'il peut avoir avec le nombre de gens qu'il rassemble. Pas plus, pas moins. Mais le fait que ce soit un mouvement de désobéissance civile qui est conscient d'en être un, qui est conscient qu'il y a d'autres luttes et d'autres façons de lutter, qui est conscient qu'il sera pas la solution à lui tout seul, mais qui peut être une partie de la solution, en dialoguant avec le reste du mouvement social, en dialoguant avec tous les autres collectifs qui luttent sur des terrains et des sujets complètement différents, et évidemment avec les syndicats qui organisent les travailleurs et les travailleuses pour construire des rapports de force directement dans les entreprises. Et comme avec le gouvernement Arizona, on arrive vraisemblablement dans une période de conflits sociaux intense, on va avoir besoin d'au moins tout ça. On n'en a pas assez parlé, mais ça a été un pas énorme pour le mouvement écolo que Code Rouge organise des actions en commun avec les syndicats, ou qu'il affirme publiquement un soutien à la grève des Deleuze ou au mouvement Palestine. Et la prochaine action de Code Rouge, contre l'agrobusiness, ça peut aussi être un pas énorme. L'agrobusiness, c'est cette poignée de milliardaires et de multinationales qui tiennent en otage toute la population mondiale, ou presque, en contrôlant la production de la nourriture dont on a tous et toutes besoin pour vivre. Ces dernières années, on a vu plusieurs mobilisations énormes des agriculteurs et des agricultrices qui sont étouffés par ce système qui prélève des profits gigantesques sur leur dos et qui va en prélever encore beaucoup plus avec les accords qui arrivent avec le Mercosur. Et les gouvernements ont répondu à ces mobilisations en désignant un bouc émissaire, les normes écologiques, alors que les agriculteurs et les agricultrices sont les premières victimes de l'utilisation de pesticides de synthèse. Comme mesure concrète pour leurs revenus, par contre, rien. Et ça va pas s'arranger avec le nouveau gouvernement Arizona et avec ses déclinaisons régionales qui sont radicalement anti-écologiques. Maintenant, il faut une mobilisation unitaire avec les paysans-paysannes, mais aussi avec les consommateurs et les travailleurs de l'agro-industrie, elles et eux-mêmes, qu'on ne doit pas oublier. Et bien sûr, tous les ouvriers agricoles, qui sont pour beaucoup des personnes sans papier qu'il faut immédiatement régulariser. Et tous les travailleurs du reste de la chaîne alimentaire, que ça soit dans la transformation, la logistique, le transport, l'horeca ou la livraison à domicile. Il faut une mobilisation unitaire et massive pour planter le pied au cœur du vampire, l'agrobusiness. Alors va sur le site de Code Rouge, inscris-toi, like cette vidéo, abonne-toi. Et on se retrouve en action.